Blavatsky est morte en 1891, officiellement de la grippe. Mais réfléchissez avec moi un instant. Une femme qui a consacré sa vie entière à révéler des vérités que personne ne voulait que vous sachiez, meurt simplement d'une grippe commune. La même femme qui a défié le Vatican, exposé les fraudes du spiritisme commercial et a eu le courage de publier que vous êtes utilisé comme une pile énergétique depuis votre naissance. Cela n'a absolument aucun sens. Et quand les choses n'ont pas de sens, c'est généralement parce que quelqu'un cache quelque chose de beaucoup plus grand. Au cours des 3 dernières années de sa vie, quelque chose a complètement changé. Helena a commencé à écrire et à parler de choses que même les théosophes eux-mêmes trouvaient trop dangereuses. Elle a franchi une ligne invisible, celle qui sépare la connaissance autorisée de ce qui ne devrait jamais être dit à voix haute. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Ce que vous allez découvrir ici ne figure pas dans les livres d'histoire, ni dans les biographies officielles. C'est dans les manuscrits qu'elle a brûlés avant de mourir, dans les lettres qui ont été censurées et dans le schéma évident de réduction au silence qui se produit toujours lorsque quelqu'un s'approche trop près de la vérité. Et écoutez, je sais que vous avez déjà entendu parler de théories du complot sur sa mort, mais ce que je vais vous montrer maintenant va au-delà de la théorie. Ce sont des faits documentés qui ont été commodément laissés de côté dans le récit officiel. Commençons par le corps. Quand on regarde les rapports médicaux de Blavatsky au cours des dernières années de sa vie, il y a un détail que personne ne commente, que personne ne remet en question. Ses organes étaient détruits d'une manière qui ne correspond absolument pas à une grippe. Son cœur était anormalement hypertrophié. Ses reins étaient en défaillance complète, son système nerveux en effondrement total. Ce n'est pas le profil de quelqu'un qui a contracté une forte grippe. Cela ressemble au corps de quelqu'un qui a été drainé systématiquement, jour après jour, pendant des années. Et avant que vous ne pensiez que je divague, laissez-moi vous montrer une chose qu'elle a elle-même écrite dans une lettre privée à l'un de ses disciples les plus proches, Archibald Keightley. Elle dit textuellement qu'elle avait l'impression que quelque chose aspirait sa force vitale, principalement pendant la nuit. Elle se réveillait épuisée, avec des douleurs à la poitrine, des sueurs froides et la sensation que quelque chose de lourd pesait sur elle. Elle n'a pas utilisé ces mots par hasard. Helena Blavatsky a passé des décennies à étudier l'occultisme pratique. Elle savait exactement ce qu'était une attaque psychique. Elle a écrit à ce sujet dans plusieurs textes, a expliqué comment cela fonctionne, comment certaines entités et même certains mages peuvent utiliser des techniques spécifiques pour drainer l'énergie vitale d'une personne. Et elle disait, dans des lettres privées qui n'ont fait surface que des décennies plus tard, qu'elle en était la cible. Mais voici le détail qui fait réfléchir. Elle ne l'a jamais dit publiquement. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que si elle admettait publiquement être sous attaque occulte, on dirait qu'elle était folle, délirante, inventant des excuses pour sa propre faiblesse. C'est le même schéma que l'on voit aujourd'hui quand quelqu'un essaie de parler de choses qui sortent du scénario autorisé. D'abord, on essaie de discréditer, puis on ridiculise. Et si malgré cela la personne ne se tait pas, alors vient le silence définitif. Et il y a plus. Les médecins qui l'ont soigné les derniers mois ont rapporté que son état ne s'améliorait avec aucun traitement. Rien ne fonctionnait. C'était comme si son corps avait simplement renoncé à répondre. L'un des médecins, le docteur Ashton Ellis, a écrit dans ses notes personnelles qu'il n'avait jamais vu un cas pareil. Il a dit que c'était comme si sa force vitale était drainée par quelque chose que la médecine ne parvenait pas à identifier ou à traiter. Ces notes n'ont été découvertes que lorsque ses archives personnelles ont été données à une université dans les années 1950. Jusque-là, personne ne le savait. Pourquoi ? Parce qu'il ne convenait pas qu'on le sache. Le récit officiel devait être simple. Femme âgée, fragile, a attrapé une grippe et est morte. Fin de l'histoire. Rien à voir ici. Mais la vérité est que le corps de Blavatsky se détériorait de l'intérieur d'une manière qui n'a de sens que si vous comprenez comment fonctionne la vampirisation énergétique au niveau occulte. Et elle comprenait. Elle savait exactement ce qui lui arrivait. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas défendue ? Pourquoi une femme qui connaissait toutes les techniques de protection
et qui était en contact avec de prétendus maîtres ascensionnés, s'est-elle simplement laissée détruire ainsi? La réponse va vous surprendre, mais calmement, nous y arrivons. Parlons maintenant du manuscrit. Elena Blavatsky a passé les derniers mois de sa vie à écrire quelque chose. Ce n'est pas un secret. Ses disciples les plus proches le confirment. Elle travaillait sur un texte secret, quelque chose qu'elle disait être la seule chose qui importait vraiment. Elle n'écrivait pas un autre volume de la doctrine secrète. Ce n'était pas un autre essai théosophique. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle gardait sous clé, qu'elle ne montrait à personne, sur lequel elle travaillait principalement la nuit, seule. Certains de ceux qui vivaient avec elle à l'époque ont raconté qu'ils l'entendaient écrire frénétiquement jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Et quand on l'interrogeait sur le sujet, elle changeait de sujet ou disait simplement qu'il comprendrait le moment venu. 3 jours avant de mourir, Elena a appelé la comtesse Wachtmeister, l'une des rares personnes en qui elle avait réellement confiance, et a ordonné de tout brûler. Tout le manuscrit, toutes les notes, tout ce qu'elle avait écrit ces derniers mois. La comtesse fut choquée, essaya d'argumenter, dit que cela pourrait être important, qu'il vaudrait peut-être mieux le garder. Mais Elena fut catégorique. Elle dit « Brûle-le maintenant devant moi et ne laisse rien subsister ». Et ils ont obéi, ils ont tout brûlé. La version officielle qui a circulé ensuite était qu'elle délirait de fièvre, qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait, qu'elle était dans un état confusionnel. Mais la comtesse Wachtmeister a juré jusqu'à la fin de sa vie qu'Elena était parfaitement lucide à ce moment-là. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et avait une raison très spécifique de le faire. Réfléchissez avec moi. Pourquoi une femme qui a consacré sa vie entière à diffuser la connaissance déciderait-elle soudainement de brûler le texte le plus important qu'elle ait jamais écrit? Il n'y a que 2 possibilités. Soit elle s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur terrible et devait effacer les preuves. Soit elle a réalisé qu'elle était allée trop loin et que cette information était trop dangereuse pour exister dans ce monde. Dans les 2 cas, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir. Quelque chose qui franchissait une ligne qui ne peut être franchie sans conséquence. Et c'est là que ça devient intéressant. Certains fragments ont survécu, non pas du manuscrit principal, mais de lettres qu'elle a écrites à la même période à d'autres occultistes européens. Et dans ces fragments, elle parle de hiérarchies occultes, de systèmes de contrôle qui vont bien au-delà de ce qu'elle avait révélé auparavant. Elle mentionne que les maîtres ascensionnés eux-mêmes, qu'elle avait tant promus, n'étaient pas exactement ce qu'elle pensait qu'ils étaient. Elle ne le dit pas directement, mais on peut le lire entre les lignes. Elle recule, elle corrige, elle avertit, et c'est pour cela qu'elle a tout brûlé. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait promu un système sans comprendre complètement qui en avait le contrôle. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui sont réellement ces maîtres ascensionnés? Moria, Kuthumi, tous ces noms qui semblent si illuminés, si évolués. Blavatsky a passé sa vie à dire qu'ils étaient des êtres parfaits, des guides de l'humanité, des maîtres de sagesse. Mais dans ces dernières années, elle a commencé à écrire des choses différentes. Dans des lettres privées, elle admet que tous les êtres qui se présentent comme des maîtres n'ont pas de bonnes intentions. Elle dit qu'il existe des hiérarchies au sein des hiérarchies, que tout ce qui brille n'est pas lumière et que beaucoup de ceux qui se présentent comme des sauveurs maintiennent en réalité l'homme exactement là où il se trouve. Et il y a un document spécifique que très peu de gens connaissent. C'est une lettre qu'elle a écrite en 1889 à un membre de la Société théosophique qui en est sorti plus tard et a emporté la lettre avec lui. Dans cette lettre, elle dit « Il y a des forces qui veulent vous faire croire que vous évoluez, que vous êtes sur le bon chemin parce que tant que vous croyez cela, vous continuez à faire exactement ce qu'elles veulent. » Elle ne précise pas qui sont ces forces, mais elle indique clairement qu'elles existent, qu'elles sont organisées et qu'elles bénéficient de votre emprisonnement ici, sur ce plan. Cela change tout, vous comprenez? Parce que si même Blavatsky, la fondatrice même de la théosophie moderne, admettait qu'elle avait été trompée,
que les maîtres ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Alors qu'est-ce qui est encore un mensonge? Combien de personnes suivent encore ces enseignements aujourd'hui sans savoir que leur propre créatrice essayait d'avertir, à la fin de sa vie, que quelque chose n'allait pas? Et c'est précisément pour cela qu'elle a été réduite au silence, parce que quelqu'un qui change de camp, qui commence à exposer le système de l'intérieur, est infiniment plus dangereux que quelqu'un qui n'y a jamais été. Et les attaques contre elle se sont intensifiées brutalement après qu'elle a commencé à remettre en question les maîtres. Je ne parle pas de critiques dans les journaux, je ne parle pas de procès judiciaires, je parle d'attaques énergétiques, d'attaques psychiques qui l'ont clouée au lit pendant des semaines. Elle a écrit à ce sujet. Elle a dit qu'elle se réveillait avec des marques sur le corps, des douleurs inexpliquées, une sensation de présence oppressive dans la chambre. Et ce ne sont pas des délires, ce n'est pas de la paranoïa. Quiconque étudie sérieusement l'occultisme sait que ce genre d'attaque est non seulement possible, mais extrêmement efficace lorsqu'il est mené par ceux qui savent ce qu'ils font. Et maintenant, dites-moi, qui a intérêt à attaquer quelqu'un qui révèle la vérité, qui se soucie à ce point de ce qu'une vieille Russe écrit à Londres? Seulement ceux qui ont quelque chose à perdre, seulement ceux qui ont besoin de maintenir le système exactement tel qu'il est. Et ces personnes, entités ou forces, quelle qu'elle soit, ne plaisantent pas. Elles n'envoient pas une lettre polie vous demandant d'arrêter. Elles vont droit au but. Laissez-moi vous parler d'une conférence qu'Helena a donnée en 1888. C'était à Londres, un événement fermé réservé à un groupe très sélect de théosophes avancés. N'importe qui ne pouvait pas entrer. C'étaient des gens qu'elle connaissait depuis des années, qui avaient prouvé leur engagement dans les études. Et lors de cette conférence, selon les récits de ceux qui y étaient, elle a dit quelque chose qui a choqué tout le monde. Les notes officielles de cette conférence ont disparu. Il n'existe aucun registre écrit approuvé par la Société théosophique, mais il existe des récits de seconde main, des lettres de personnes présentes qui ont ensuite écrit à des amis pour raconter ce qu'elles avaient entendu. Et ce qu'elles auraient dit ressemble à ceci: vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Vous pensez étudier l'occultisme pour évoluer, pour devenir des maîtres, mais vous êtes observés, catalogués, préparés pour autre chose. Vous êtes des expériences, vous êtes des ressources. Et plus vous étudiez, plus vous devenez précieux pour ceux qui sont réellement aux commandes. Elle aurait dit que la Terre n'est pas une école. Et comme tout le monde le pense, la Terre est une ferme et vous êtes le bétail. Imaginez le choc. Ces gens avaient consacré des années de leur vie à suivre ces enseignements, croyant être sur le chemin de l'illumination. Et soudain, elle se retourne et dit: désolé, mais vous êtes utilisé. Et le pire, c'est qu'elle a dit qu'elle aussi était utilisée, qu'elle aussi avait été trompée, et qu'elle commençait seulement maintenant à comprendre l'étendue du système. Quelques jours après cette conférence, Helena a subi son premier effondrement de santé sérieux. Elle s'est évanouie et restée inconsciente pendant des heures. Et quand elle s'est réveillée, elle était confuse, désorientée, arrivant à peine à parler. On a dit que c'était un léger accident vasculaire cérébral, mais plusieurs personnes proches d'elle à l'époque ont dit que cela ne ressemblait pas à un AVC ordinaire. On aurait dit que quelque chose l'avait attaquée. Quelque chose avait aspiré son énergie d'un seul coup. Coïncidence? Peut-être. Mais trop de coïncidences commencent à former un schéma. Et le schéma ici est très clair. Chaque fois que Blavatsky s'approchait trop près de révéler quelque chose de spécifique, quelque chose arrivait. Et ce n'était pas quelque chose de mineur, c'était quelque chose qui l'incapacitait, qui la réduisait au silence, qui l'empêchait de continuer. Parlons maintenant de la doctrine secrète. Tous ceux qui étudient la théosophie connaissent ce livre. C'est l'œuvre majeure d'Helena, le texte fondateur du mouvement occultiste moderne. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le livre est incomplet. Blavatsky avait promis 6 volumes. Elle a dit publiquement à plusieurs reprises qu'elle écrirait 6 volumes couvrant toute la cosmologie occulte, de la création de l'univers au destin final de l'humanité. Elle n'en a publié que 2.
Le troisième volume a été lancé à titre posthume, mais il s'agissait essentiellement d'un collage de notes et de brouillons organisés par d'autres personnes. Et les volumes 4, 5 et 6 n'ont jamais été écrits, ou plutôt n'ont jamais été publiés, car ils existent sous forme de fragments, de brouillons, de notes dispersées dans les archives de la Société théosophique. Et le volume 3, celui qu'elle disait être le plus important de tous, celui qui allait révéler les vérités finales, n'a jamais été terminé, officiellement parce qu'elle n'a pas eu le temps. Elle est morte avant de pouvoir l'achever. Mais quand on regarde les faits, quand on analyse ce qui s'est réellement passé, l'histoire change complètement. Plusieurs chercheurs ont remarqué un schéma étrange. Chaque fois qu'Helena essayait d'avancer spécifiquement sur ce troisième volume, quelque chose se produisait. En 1887, un incendie mystérieux a détruit une partie de son bureau. Plusieurs manuscrits ont été perdus. En 1888, elle est tombée malade soudainement et est restée des mois sans pouvoir écrire. En 1889, des proches ont commencé à s'éloigner sans explication claire, comme s'ils avaient été avertis de prendre leur distance. Et en 1890, elle a finalement cessé d'essayer. Elle a dit qu'elle ne travaillerait plus sur ce volume, qu'elle se concentrerait sur d'autres choses, mais dans ses lettres privées, on voit que ce ne fut pas une décision libre, mais un abandon forcé. Alors, qu'y avait-il dans ce troisième volume de si dangereux? Eh bien, d'après les fragments qui ont survécu et les récits de ceux qui ont eu accès à ces notes, il semble que ce volume devait traiter spécifiquement des mécanismes d'emprisonnement. Comment la réincarnation fonctionne réellement, qui contrôle le processus, comment on peut sortir du cycle, et, un plus important encore, les noms des entités et des hiérarchies qui maintiennent ce système en marche. Elle allait les nommer, elle allait les spécifier, elle allait donner les détails pratiques sur la manière d'identifier et de se libérer de ces forces. Et il est évident que cela ne pouvait pas être publié, car si les gens savaient exactement comment sortir, s'ils avaient un manuel pratique avec des noms et des techniques, le système s'effondrerait. Donc, le troisième volume n'a jamais été terminé. Les manuscrits ont été détruits, brûlés, perdus dans des incendies opportuns. Et Helena a été empêchée, par tous les moyens possibles, d'achever cette œuvre. C'était comme si une force invisible bloquait activement l'arrivée de cette information aux gens. Et regardez comme c'est intéressant. Après la mort de Blavatsky, la Société théosophique a complètement changé de direction. Annie Besant en a pris la direction et a transformé le tout en quelque chose de beaucoup plus acceptable, beaucoup plus commercial, beaucoup plus sûr. Les enseignements ont été dilués, adaptés pour ne vexer personne, pour ne pas causer de problème. L'occultisme est devenu du développement personnel. La libération est devenue une évolution graduelle. Et tout le danger, toute la radicalité de ce qu'Helena essayait de dire à la fin de sa vie ont simplement disparu. Ils ont été effacés, réécrits, oubliés. Mais en 1890, un an avant la mort d'Helena, il s'est produit quelque chose que très peu de gens savent, une réunion secrète à Londres. Elle n'a pas été enregistrée officiellement, il n'y a pas de procès verbal, pas de documentation formelle, mais elle a eu lieu. Des figures très puissantes y ont participé, des dirigeants d'ordres occultes européens, des membres de la haute société britannique liés à des sociétés secrètes et même des représentants du Vatican. Oui, du Vatican. Car pour l'Église catholique, Helena Blavatsky était une menace énorme. Elle révélait des choses qu'ils gardaient depuis des siècles. Elle exposait des mécanismes de contrôle qui dépendent du secret pour fonctionner. Le seul récit qui ait survécu de cette réunion provient d'un ancien membre de la Société théosophique qui s'en est éloigné peu après. Il n'a jamais voulu donner son nom, mais il a écrit une lettre des années plus tard racontant ce qu'il savait. Selon lui, il fut décidé dans cette pièce qu'Helena Blavatsky avait dépassé les limites de ce qui était permis et que des mesures seraient prises. Il n'a pas précisé quelles mesures, mais 3 mois après cette réunion, la santé d'Helena a commencé à décliner de façon inexplicable et irréversible.
En 3 mois, elle est passée d'un état relativement sain, écrivant encore et recevant du monde, à un état de débilité totale, incapable de quitter son lit, mourant à petit feu. Voyez-vous le schéma? Chaque fois que quelqu'un s'approche trop de la vérité réelle, chaque fois que quelqu'un est sur le point d'exposer le système complet, quelque chose arrive. Parfois c'est un accident, parfois c'est une maladie soudaine. Parfois, la personne change simplement d'avis, se rétracte, disparaît de la circulation. Et il y a toujours une explication pratique, toujours un récit qui a du sens pour ceux qui ne veulent pas regarder plus loin. Mais pour ceux qui font attention, pour ceux qui relient les points, le schéma est trop évident. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tout cela. Qu'est-ce qu'Elena Blavatsky a réellement découvert sur vous? Parce qu'en fin de compte, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent est important, mais ce qui compte vraiment, c'est la connaissance qu'elle essayait de transmettre avant d'être réduite au silence. Et cette connaissance est éparpillée par morceaux dans ses textes, principalement dans les écrits des dernières années. Il faut savoir chercher, il faut savoir lire entre les lignes, car elle ne pouvait pas le dire directement, mais c'est là. Voici le secret, vous n'êtes pas une âme en évolution. Toute cette histoire selon laquelle vous êtes ici pour apprendre des leçons, pour évoluer spirituellement, pour devenir un être meilleur à chaque incarnation, est un mensonge. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'apprentissage, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de croissance. Cela existe, mais ce n'est pas le but. Le but réel est tout autre. Vous êtes une source d'énergie cultivée. La Terre n'est pas une école spirituelle. La Terre est une ferme énergétique et vous êtes le produit. Blavatsky a découvert cela lorsqu'elle a commencé à étudier les mécanismes réels derrière la réincarnation. Elle a réalisé que le processus n'est pas naturel, n'est pas automatique, il est contrôlé. Il existe une hiérarchie occulte qui administre qui se réincarne, quand, où et dans quelles conditions. Et cette hiérarchie ne fait pas cela par bonté. Elle ne fait pas cela pour vous aider à évoluer. Elle le fait parce que vous générez quelque chose dont elle a besoin. De l'énergie émotionnelle, de l'énergie vitale, de l'énergie de conscience. Chaque fois que vous souffrez, chaque fois que vous luttez, chaque fois que vous ressentez de la peur, de la colère, du désespoir, une joie intense, de la passion, vous générez de l'énergie. Et cette énergie est collectée, traitée et utilisée par ces entités. Et avant que vous ne pensiez que c'est de la folie, laissez-moi vous montrer où Blavatsky écrit à ce sujet. Dans La doctrine secrète, volume 2, elle parle des seigneurs du karma. Tout le monde lit ce passage et pense qu'il s'agit d'êtres bienveillants qui distribuent la justice cosmique. Mais si vous lisez avec attention, si vous prêtez attention à ce qu'elle dit réellement, elle précise que ces êtres ont leurs propres intérêts, qu'ils ne sont pas neutres, qu'ils bénéficient du système qu'ils administrent. Elle ne le dit pas ouvertement car elle ne le pouvait pas, mais c'est implicite à chaque ligne. Et il y a plus, elle parle de la façon dont les émotions humaines sont la monnaie courante sur le plan astral, comment certaines entités se nourrissent littéralement d'énergie émotionnelle. Elle explique les mécanismes, explique comment cela fonctionne, mais toujours d'une manière qui semble théorique, philosophique. Mais dans ses écrits finaux, quand elle ne se souciait plus d'être subtile, elle commence à dire directement « On vous traite ». L'humanité entière est une ferme d'énergie émotionnelle. Et les fermiers ne veulent pas que vous sortiez d'ici. Ils veulent que vous continuiez à vous réincarner à l'infini, générant de l'énergie, alimentant le système. Et c'est pour cela que toutes les religions, toutes les écoles spirituelles, tous les systèmes de croyances sont conçus pour vous maintenir dans le cycle. Ils vous disent que vous devez évoluer davantage, que vous n'êtes pas encore prêt, que vous devez apprendre plus de leçons, payer plus de karma, corriger plus d'erreurs. Il y a toujours quelque chose qui vous fait revenir. Il y a toujours une excuse pour vous réincarner une fois de plus. Et vous le croyez parce qu'on vous a dit que c'est ainsi que cela fonctionne, que c'est ainsi que cela doit être. Mais ce n'est pas le cas. Elena Blavatsky était sur le point de révéler les noms spécifiques de ces hiérarchies. Elle avait cartographié qui sont les entités qui contrôlent le processus de réincarnation, où elles opèrent,
comment elles s'organisent et, plus important encore, comment les identifier et comment refuser le contrat. Car c'est ce qu'est la réincarnation au bout du compte. Un contrat que vous signez sans le savoir, qui est renouvelé automatiquement et que vous n'avez jamais pensé à remettre en question parce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le choix. Mais vous l'avez. Blavatsky allait enseigner exactement comment rompre ce contrat. Comment sortir du cycle une fois pour toutes, comment refuser la réincarnation, comment s'échapper de la ferme. Et c'est exactement cela qui l'a fait taire. Car un esclave qui se plaint est un petit problème, mais un esclave qui sait comment se libérer et qui enseigne aux autres à faire de même, c'est un problème qui doit être éliminé immédiatement. Et elle le savait. Dans les derniers mois de sa vie, elle savait qu'elle était attaquée, elle savait qu'elle ne survivrait pas, elle savait qu'elle n'avait pas assez de temps. C'est pour cela qu'elle a brûlé le manuscrit, non parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai. Parce que si ce texte tombait entre de mauvaises mains, s'il était déformé, manipulé, utilisé contre elle, ce serait pire que s'il n'existait pas. Alors, elle a préféré détruire, mais elle a laissé des indices, elle a laissé des fragments éparpillés dans ses autres écrits, elle a laissé une trace pour ceux qui voudraient vraiment comprendre. Et ce qu'elle voulait que vous compreniez est simple. Vous n'avez pas besoin d'être ici, vous n'êtes pas obligé de vous réincarner. Vous n'êtes pas prisonnier de ce système, à moins que vous ne croyiez l'être. Le pouvoir est dans votre conscience, dans votre capacité à dire non, à refuser le jeu. Mais d'abord, vous devez savoir qu'il y a un jeu. Vous devez savoir qu'il y a une ferme. Et vous devez comprendre que ceux-là même qui vous disent qu'ils vous aident à évoluer sont les mêmes qui profitent du fait que vous restiez exactement là où vous êtes. Alors maintenant, vous connaissez le secret qui a tué Blavatsky. Ce n'était pas la grippe, ce n'était pas l'âge, c'était la connaissance. C'était le fait qu'elle ait franchi la ligne, dit ce qui ne pouvait être dit et qu'elle s'apprêtait à enseigner ce qui ne pouvait être enseigné. Et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Car si les gens comprenaient vraiment, s'ils se réveillaient vraiment, s'ils refusaient massivement le système, la ferme s'effondrerait. Et les fermiers ne peuvent pas le permettre. Mais elle a essayé jusqu'au dernier jour, jusqu'à brûler le manuscrit, jusqu'à accepter qu'elle ne parviendrait pas à achever la mission. Elle a essayé de laisser quelque chose derrière elle, et elle l'a laissé dans les fragments, dans les lettres, entre les lignes des textes qui ont survécu. Tout est là. Il vous suffit de savoir chercher. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous avez compris ce qui s'est réellement passé, vous avez un choix. Vous pouvez l'ignorer, retourner au confort des beaux mensonges que l'on vous vend sur l'évolution spirituelle et le but divin. Ou vous pouvez commencer à questionner, à enquêter, à chercher les indices qu'elle a laissés. Le choix vous appartient, mais sachez qu'une fois que vous voyez la ferme, vous ne pouvez plus jamais ne pas la voir.